Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, ou devrais-je dire ho 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 tout le monde. Bienvenue à une édition festive avant son temps d'une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna. J'aurais dû mettre un t-shirt moche ou du moins tu sais les gros chandails de Noël moches là, qui sont la mode. J'ai oublié ma tuque du Père Noël. Je l'ai là-bas. Imaginez que nous sommes habillés en rouge et en blanc et que nous chantons une chanson qui joue depuis 45 ans à la radio. C'est ça Noël. Ou celle de Mariah Carey fait pas 45 ans. Je veux dire, elle-même a plus que 45 ans. Non, ça fait longtemps que ça joue. C'est ce que je veux dire. Mais il y a une tonne aussi du chanteur, bien sûr. Je pense qu'il est britannique. Comment il s'appelle? Michael Bublé. Wham en tête, mais c'est pas ça, là. Ou c'est peut-être ça, oui, en fait, oui. Last Christmas, I gave you my heart. Ça, c'est vieux. C'est les années 80, non? Oui. Oui, en tout cas, on vous recommande une balado musicale pour les vraies informations sur ce sujet, parce que moi, je suis pas un fin esthète du vinyle, musique. Je vais le dire comme ça. Vous êtes à une tasse de tech, une émission sur la technologie où on parle de choses de Noël. Cette fois-ci, on va revenir sur les actualités et les gadgets qui ont marqué 2025. Tu t'occupes de la partie actualité, merci. Et moi, j'ai des suggestions de cadeaux, certains trucs dont on a parlé, mais aussi un paquet de nouveautés qui sont arrivées. On dirait que les entreprises se battent là, pour, juste avant le temps des fêtes, lancer des nouveautés puis des nouveaux produits. J'en ai quelques-uns. Il y en a, entre autres, dont je t'ai parlé, de la télécommande pour liseuse. J'ai senti du jugement de ta part. Laisse ça monter en toi. Une belle conversation. Si jamais vous voulez du débat, tu sais, la minute, genre des deux opposés, on risque d'avoir une conversation. C'est sûr que on regarde ça amical. On va faire une démonstration de comment on débat sur les réseaux sociaux ou dans les univers numériques en 2025 de façon polie et civilisée. Je pense qu'on peut dire ça. Non, ça c'est... Moi, j'allais dire, en 2 minutes, je te traite d'extrémiste de droite et ainsi de suite. Ouais, je suis plus à gauche, je pense. Non, mais je vais te mélanger en t'accusant du contraire. On va saluer et remercier nos partenaires qui permettent cette balado qui rendent cette balado possible, TELUS et Plan Hub. TELUS pour vos forfaits cellulaires. Jetez un coup d'œil, c'est un beau cadeau pour les proches, pour les gens comme ça. Regardez votre forfait, regardez ce qui se passe. Une belle couverture quand vous vous déplacez en région. TELUS offre ça. Et Plan Hub qui permet de choisir un forfait, regarder, comparer. Et si vous voyagez, vous allez dans le sud des compagnies, ils ont aussi un comparateur SIMBOD pour les... eSIM de voyage. Les forfaits de voyage qui peuvent être une autre option. C'est assez amusant. Qu'est-ce qu'on commence avec les nouvelles? Écoute, on va partir ça avec plusieurs petits espressos bien tassés de tech qui résument l'année. Et je vous le dis tout de suite, avant que vous changiez de poste, il y en a au moins, j'en ai 6, là, je les ai comptés. Et sur les 6, il y en a probablement 4 que vous ne saviez pas qu'elles étaient importantes. Et donc, je vais vous dire pourquoi. Et là, j'ai fait le listicle. Voici 6 nouvelles que vous ne voulez pas rater. La 4e est la meilleure. Elle m'a fait pleurer tout en tombant en bas de ma chaise et en me roulant sur le sol en riant. Ça, c'était ma portion clickbait de l'émission. Donc vous ne l'avez pas raté. Moi, je veux pas quitter ça, là. Je m'attache à mon siège. On part ça en force avec une nouvelle qui vient de se produire cette semaine, qui est quand même, c'est sûr que l'année achève, on s'entend, là, mais ça va être gros et on va en parler encore dans les prochains mois parce que ça va prendre du temps à se réaliser. C'est l'acquisition par Netflix de Warner Brothers Discovery, qui était, en fait, Warner Brothers Discovery, c'est un énorme combo de streaming et de contenu centenaire de films et de contenu aussi plus séries. Mais un catalogue incroyable qui, à lui seul, valait des dizaines de milliards de dollars. Netflix allonge 72 milliards américains, plus 11 milliards de rachat de dette, donc 83 milliards de dollars américains pour acquérir tout ça. C'est gros, là. On se comprend bien. Warner Brothers, c'est HBO Max, l'autre service de streaming, dans le fond, qui va compléter ou qui va être englobé par Netflix si tout ça, évidemment, se concrétise. C'est Citizen Kane, c'est Casablanca, c'est Harry Potter, c'est Friends. C'est quelque chose, pour le dire comme ça. C'est un budget annuel de 12 milliards en développement de nouveaux contenus aussi.
que rajoute Netflix, qui était un peu depuis quelques... Tu sais, il y a eu comme une espèce de grosse poussée d'offensive de contenu original où Netflix dépensait des dizaines de milliards par année. Ils ont ralenti dans les dernières années parce qu'ils voulaient ensuite acquérir de nouveaux abonnés avec d'autres choses que du nouveau contenu. Ils se sont rendus compte que les gens, avec les bons algorithmes, bien sûr, préféraient les contenus déjà existants, plus relax, pour regarder ça d'un œil distrait, tout en faisant la popote, en pliant le linge. On cible une clientèle qui plie du linge puis qui fait la popote. Là. Je vous laisse figurer comment le démographique fonctionne chez Netflix. Et c'est comme ça qu'on le définit. Là. C'est pas moi qui le dis. Là. C'est vraiment comme ça qu'on le voyait là-bas. Et là, on rajoute du contenu. Est-ce qu'on va créer une sous-chaîne à abonnement premium avec du contenu plus classique? Parce que Citizen Kane, on ne le regarde pas toutes les semaines, mais c'est un film qui mérite d'être vu pour comprendre l'évolution de bien des choses. C'est un classique du cinéma. Ça va être intéressant de voir, mais je vais prédire ceci. C'est une grosse nouvelle. Le gouvernement américain, qu'on aime beaucoup ces temps-ci, est quand même extrêmement critique face à la concentration dans ce créneau-là, sauf quand c'est un ami milliardaire du président. Et là, il n'y a pas d'ami milliardaire du président dans cette transaction-là, donc ça se pourrait que ce soit ralenti par l'administration américaine. Ça ne se réglera pas en 3 mois, ça va prendre du temps. Est-ce que ça va changer l'offre de Crave que fait Bell au Canada, qui inclut HBO Max, jusque dans certaines séries qui sont diffusées par CTV? C'est une bonne question. Il n'y a pas eu de réaction encore chez Bell. On va suivre ça de très près, mais ça va débouler au fil des prochains mois et ça pourrait lancer... Quoi qu'il ne reste plus grand-chose, mais ça pourrait lancer, je regardais les résultats d'analystes, les publications d'analystes, plus du côté financier, mais ce qu'on spécule, c'est que ça va lancer une petite vague de concentration des services, parce qu'on dit que les gens, et c'est bon, j'ai écrit un livre complet là-dessus, donc je sais de quoi il parle, on ne peut pas s'abonner à 10 services, les gens n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le goût de s'abonner à 10 services, donc là, tout d'un coup, si tu dis « j'en veux juste un », ben là, Netflix / HBO Max / Warner devient une source de contenu tellement riche qu'ils ajoutent à leur domination du créneau. Et ça va probablement forcer peut-être Disney, qui est le plus gros concurrent direct, à agir dans ce sens-là aussi. Peut-être faire un lien. On sait qu'il y a toujours une proximité entre Disney et Apple. Est-ce qu'Apple TV et Disney vont se rapprocher? Je lance ça comme ça. Si ça arrive, vous l'avez entendu ici en premier parce que personne avant moi l'a dit. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'était la première nouvelle. Grosse nouvelle de l'année. C'est sûr que ça vient d'arriver, donc à cause de ça, c'est frais et ça a l'air gros. C'est sûr que ça va être gros parce que ça touche quelque chose qui affecte... On est tous abonnés à un service de streaming, là, fait que c'est sûr que c'est une grosse nouvelle, mais qui va débouler dans le temps, peut-être plus en 2026. J'enlève évidemment les petits morceaux en début parce que les dernières sont plus grosses. Et la suivante, c'est le lancement. Et c'est gros et c'est pas gros en même temps, mais le lancement de la Switch 2 par Nintendo a été une grosse nouvelle de 2025. On va s'en reparler dans 5-6 ans, puis on va se dire « Ouais, c'est vrai, t'avais raison, Alain, t'es vraiment le doigt sur le pouls de l'actualité technologique, littéralement. » Parce que ça a comme relancé un optimisme qui avait complètement évacué le secteur du jeu vidéo depuis 2 ans. 2024-2025, dans le jeu vidéo, c'était morose, c'était pas le fun, il y a eu des mises à pied, il y a eu des studios qui se demandaient où est-ce qu'on s'en va dans le futur, on se disait est-ce que c'est la fin des super consoles, même pendant un bout de temps, on se le redemandait, ça revient à tous les 3-4 ans, là, cette question-là, et là on était rendu à se la reposer encore une fois. Et le lancement de la Switch 2, une console qui est à la fois très technique, très performante, mais aussi très polyvalente, très grand public, familiale, a redonné le sourire à bien des gens. Notamment des acheteurs, parce qu'il y a eu des files d'attente pour acheter la Switch 2 chez GameStop, chez Best Buy. Sous petite nouvelle, le fun, la recanadianisation de EB Games, le fait que c'est un entrepreneur de Montréal qui a racheté la chaîne canadienne, ça aussi, c'est une belle petite nouvelle. Mais il y a eu des files d'attente donc pour la Switch 2 devant EB Games, devant Best Buy. Ça rappelait presque la pénurie de PlayStation 5 quand elle a été lancée là, il y a 5 ans, mais on avait prévu une production conséquente. Il n'y a pas eu de brisure de production. Il y a juste un petit moment où il n'y en avait plus, mais ça a duré un certain temps. Et ça a permis... c'est moins le fun pour nous, les consommateurs et les amateurs de jeux vidéo. Ça a permis à Nintendo de monter le prix de ses jeux, donc de recréer une espèce d'engouement vers la rentabilité de faire des nouveaux jeux. Et ça, évidemment, on paye plus cher pour des jeux. Est-ce qu'on est content? Non. Mais ça relance un peu le développement et ça faisait, à qui je parlais de ça cette semaine, ça faisait du bien d'avoir cette nouvelle-là parce que ça relance des nouveaux jeux, ça aussi permet de revisiter des jeux qui sont justement améliorés. Là. Version remasterisée, ouais, exactement. Tableau supplémentaire, ça fait que tu as envie de le racheter.
Exact. Sur une console qui est plus achetable, justement, que les PlayStation et les Xbox, parce qu'elle coûte moins cher. Et en fait, ça n'a pas de lien direct, mais ça donne quand même le goût d'y revenir, parce que aussi, au courant de l'année, on a vu Electronic Arts, entre autres, être racheté, là, avoir un nouvel acquéreur sorti de la bourse. Ubisoft se scinder, parce qu'on se rend compte il manquait de prise de risque, il manquait de nouveaux contenus frais et original et peut-être un peu plus audacieux. Et tout ça dans le jeu vidéo s'est passé cette année. Donc, c'est peut-être un moment pivot, on va se dire, quand Nintendo a lancé la Switch 2, il s'est passé un moment pivot où les jeux, tout d'un coup, ont éclaté dans plein de directions et c'était sans que ce soit directement lié. C'est un peu ça qui est arrivé. On n'en parlera pas cette année. Je pense que ça va être en 2026 que ça va marquer l'esprit parce qu'évidemment, c'est là qu'on va voir la nouvelle console. Mais la Steam Box, la nouvelle console de Steam qui s'en va dans le salon, devrait challenger moins Nintendo, mais plus Xbox, peut-être un peu plus la PlayStation aussi, avec ce qui est dans le fond, qui était le fantasme de Bill Gates à l'époque, d'avoir un PC dans ton salon, tu sais. Parce que c'est jamais vraiment entièrement concrétisé, parce que l'Xbox est toujours resté plus une console de jeux vidéo qu'un outil multimédia très large. Et ça pourrait ramener justement la discussion sur est-ce que la Xbox devrait devenir un PC de salon dans la prochaine génération qui fait plus que juste du jeu vidéo. Elle le fait déjà quand même un peu parce qu'on peut avoir des applications, on peut avoir Netflix sur la Xbox, on peut avoir plein d'affaires. Mais la Steambox, on risque d'en reparler au début de l'année prochaine et de son impact sur le marché des consoles qui, forcément, deviennent des outils médiatiques, disons-le comme ça, plus élargis que juste des consoles de jeux vidéo. Ça va être le fun à jaser de ça dans l'émission comme celle-ci d'une tasse de tech, mais à la fin de la saison 12, l'année prochaine. C'est très, très drôle. Ben oui, puisqu'il va y avoir des gros changements avec Windows, la fin de Windows 10, qui a amené un gros brassage. Les gens se sont rendus compte que leur ordinateur, c'était peut-être le temps de le changer. Et tu m'amènes à la prochaine actualité, en fait. Exactement. Qui est une non-actualité. Et c'est ça toute la nouvelle, c'est qu'on aurait pu voir émerger cette année Windows 12. Hein? Personne ne vous avait parlé de ça à part nous cette année. Il y a une raison à ça. Il y a eu deux choses qui se sont passées du côté de Windows. Windows 10, tu l'as dit, on arrête à la fin octobre, en tout cas, on a cessé d'offrir des mises à jour de sécurité et des mises à jour de cours et du support en général chez Microsoft en disant tout le monde va migrer vers Windows 11. Il y a plein de monde qui ont acheté des PC pas chers durant la pandémie en se disant Windows 10, je peux vivre avec. Malheureusement, c'était pas prêt pour la mise à niveau, donc ces gens-là vont vraiment rager et ils ont le droit. Ces gens-là peuvent aussi faire juste attention puis continuer avec Windows 10 sans trop de problèmes, mais c'est une autre conversation. Et ce que des gens imaginaient, c'est qu'on aurait pu arriver chez Microsoft cette année avec un Windows 12 centré solidement sur l'intelligence artificielle, le fameux copilote, avec plus d'intégration de la commande vocale, avec plus d'intégration des agents d'IA, le fameux agentique, qui est une actualité dans quelques instants, je vais revenir. Mais non, on a sorti une mise à jour de Windows 11, 25H2, qui est très costaude, cela dit. Mais je veux dire ceci, vous savez, je fais une balado d'auto, j'écris sur l'automobile, j'essaie des chars souvent, puis je critique toujours les consoles centrales, les gros écrans qui ont l'air d'une pizza, de plein d'applications puis d'icônes qui n'ont aucun bon sens les unes dans les autres. Et je vais faire un gros parallèle. Windows 11, là, avec le menu démarrer, puis toute la volonté de Microsoft d'ajouter de la publicité, d'ajouter du contenu, d'ajouter... On commence à ressembler à une grosse pizza qui n'a aucun bon sens. Donc, on est dû pour une nouvelle version de Windows épurée, peut-être améliorée grâce à l'IA, et on a raté, à mon avis, et de l'avis d'experts qui sont pas mal plus experts que nous, là, cette occasion-là de marquer le pas, de dire voici le système d'exploitation pour l'ère de l'intelligence artificielle générative. On ne l'a pas fait. Oui. Mais c'est difficile parce que d'un côté, tu veux intégrer le maximum de fonctions dans Windows 11. L'agentique veut dire que tu vas ajouter un paquet d'éléments séparés. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire une version minimaliste que tu peux installer, là, Windows 11 tout nu, pas de pub, pas rien. Et tu dis, hey, tu vas avoir une expérience avec l'intelligence artificielle, on rajoute les agents. Mais j'ai le feeling tout simplement que Microsoft, que c'est pas prêt encore. J'ai pas l'impression que pousser ça aujourd'hui, peut-être que dans un an, ça va être totalement différent, mais on voit le retard, on voit qu'Apple hésite à aller dans l'intelligence artificielle. Ça fait presque 2 ans maintenant qu'on promet un Siri avec l'intelligence artificielle. Copilote, ça marche plus. Des nouvelles fonctions, on voit que OpenAI offre à chaque semaine, nous presque des mises à jour révolutionnaires. Nano Banana qui arrive,
bouge beaucoup, mais est-ce qu'on était prêt il y a quelques mois à lancer un Windows 12? Mais il va falloir y arriver bientôt parce que OpenAI, tu l'as dit, ils ont quand même essentiellement embauché Johnny Ive, le fameux designer qui a créé l'iPhone. Mon Dieu, quel génie. Pour créer la prochaine génération de hardware, donc de matériel informatique, et qui sera sans écran. Donc ça, c'est un gros coup dur pour Windows, pour macOS, pour les systèmes traditionnels. Si on a une espèce de petit agent... moi, j'en ai un ici, je l'utilise zéro, là. Le Rabbit. Le petit Rabbit. Qui est indicatif d'une tendance chez les fabricants, mais peut-être que ça ne lèvera pas, on ne le sait pas. Mais OpenAI pense qu'il y a une nouvelle génération de produits qui vont remplacer le PC ou qui vont au moins complémenter le PC plus que le fait le téléphone intelligent et qui n'auront pas d'écran. Donc, ça va être à suivre. Et c'était définitivement pas prêt l'an passé. Non, exact. C'était trop tôt. Définitivement trop tôt. Fait que l'an prochain, on va peut-être se mordre les doigts là-dessus. Je lance tout de suite ma prédiction que peut-être qu'on va avoir en 2026 une montée du logiciel open source. Et là, quelle distribution ça va être? Quelle au pluriel? Parce que les gens du logiciel libre ont tendance à pas s'entraider trop tôt. C'est supposément la collaboration, l'amour, la liberté et tout. Mais chacun lance sa distribution, chacun mousse sa distribution, puis chacun a l'air de s'engueuler avec son voisin parce que sa distribution a un meilleur système, interface, kernel. Il y a tellement d'éléments là-dessus. Donc, j'ai bien hâte, mais j'imagine que ça pourrait, l'an prochain, justement, peut-être en réaction à des systèmes qui vont moins bien marcher, qui marchaient parce qu'on veut trop mettre de l'avant l'intelligence artificielle. C'est peut-être le temps de sortir un système d'exploitation tout nu, simple, efficace, rapide, qui va faire comme « Wow! Ça fait ce que je fais » sans fioriture d'intelligence artificielle et connecté aux besoins, ce qu'on veut dedans, versus l'intégrer profondément dans le système. Les morceaux existent déjà si on pense à, par exemple, on installe une distribution de Linux, on installe un logiciel qui permet de faire rouler un LLM, le LLM de son choix, auquel on ajoute un dialogueur, et on a quelque chose qui est pas loin de ça, effectivement. Donc, peut-être qu'une version allégée de Linux avec sur laquelle on appuie une grosse distribution d'un modèle de langage avec commande vocale, et on a quelque chose d'intéressant. Mon Dieu, ça va me donner le goût de bidouiller. C'est pas bon, ça. Je me fais pas d'amis à Noël. Puis, si je peux me permettre, l'autre élément qui va vers l'hypothèse de la montée des logiciels libres, c'est qu'avec Steam comme moteur de jeux vidéo, je crois que ça marche maintenant sur Linux. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent moi, j'installe plus Windows, je mets Steam sur Linux. C'est optimisé, il y a une distribution dont le nom m'échappe, là, qui est optimisée pour le gaming. Et là, encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont dire tant pis, je veux plus je veux jouer, je veux m'amuser. Fait que si on a une version de Linux qui est axée intelligence artificielle, ça pourrait être l'autre chose qui pourrait faire que c'est un bon point. Je ne l'ai pas mis là, mais tu me fais penser que, parlant de Windows, on aurait aussi bien pu aussi nommer le mot emmerdification comme le mot de l'année dans les technos. Parce que Outlook, Office, Teams, Windows, Microsoft a mis le doigt dans l'engrenage de cette tendance et on est rendu loin. Comme bien d'autres services, d'autres entreprises d'ailleurs. Google, le moteur de recherche, c'en est un qu'on a critiqué beaucoup cette année pour ça. On n'en a pas beaucoup parlé, mais là, on va en parler pour vrai, parce que c'est évidemment un autre élément fort de l'année, l'intelligence artificielle générative, mais pas n'importe laquelle, ou pas n'importe quelle distribution, peu importe, ou le modèle de langage, mais vraiment la tendance vers l'agentique. On en a parlé toute l'année. Au début de l'année, c'était Google qui disait « 2025, c'est l'ère de l'agentique qui débute ». Puis là, cette semaine, Amazon, avec AWS, disait « Nous aussi, on se lance dans l'agentique ». Et là, tout le monde fait comme « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Avec raison, parce qu'on en parle, on attend toujours les premières manifestations de ces fameux agents d'intelligence artificielle qui seraient capables de tout faire dans une tâche très spécifique, évidemment, à notre place. Par exemple, et c'est l'exemple que tout le monde utilise, je ne sais pas pourquoi, et les gens de Yelp doivent s'en frotter les mains parce que c'est toujours cet exemple-là. Vous voulez réserver un restaurant, vous voulez aller au meilleur restaurant italien en ville, donc vous allez sur Yelp, et là, vous demandez des affaires, puis là, vous appelez, vous prenez une réservation, vous raccrochez, et c'est fait. L'agent d'IA va tout faire ça à votre place. Vous allez sur Yelp, va trouver le meilleur restaurant. Je ne sais pas pourquoi, mais Yelp doit capoter sérieusement. Va appeler le restaurant va prendre la réservation. L'agent va tout faire, va même pouvoir payer à votre place parce que Google a lancé un outil de crypto là, qui permet aux IA de s'échanger des transactions. En tout cas, grosse patente. Et à la fin de la journée, vous allez au restaurant, vous n'avez rien fait à part demander à votre agent « Hey, book-moi un restaurant italien. » Puis là, vous allez au restaurant italien.
Ça, c'est la théorie. La pratique, évidemment, c'est pas encore arrivé, parce qu'on en parle, mais cette notion d'agentique, là, c'est le mot de l'année, agentique, mais cette notion d'agent autonome d'IA, on en parlait avec LG en 2021, qui avait un nouveau partenaire qui s'appelait Element AI, qui a tout réalisé ça. Element AI, qui était l'espèce de start-up montréalaise qui a disparu là, il y a 2 ans. On en parlait en 2018 avec, mon Dieu, qui en parlait à ce moment-là? Au début de l'IA, là, c'était une grosse affaire aussi, mais c'était pas ces gens-là, c'était d'autres entreprises. Ça revient, c'est cyclique. Mais on attend toujours la manifestation concrète de ça et ça n'arrive pas. Mais cette année, semble-t-il, c'est la bonne. À date, c'est pas vrai. C'est ça. Mais c'est ce que disent les géants. Amazon, Google, OpenAI vous disent tous, regardez-nous bien aller. Voilà, c'est ce qui justifie les centaines de milliards de dollars d'investissement. Oui, la chose que je vois avec l'agentique, il y a 2 volets. Le premier volet de l'agentique, pour moi, c'est de ramener l'intelligence, de spécialiser l'intelligence artificielle. Donc, on rend ça plus facile pour l'intelligence artificielle. Au lieu de dire, tu es une intelligence artificielle qui fait tout. Moi, je compare ça à un agent d'immeuble ou à un agent de mais chaque agent exécute une tâche spécifique. C'est ça, chaque agent. Fait que t'appelles cet agent-là, cet agent-là a une tâche spécifique, fait que t'as pas besoin de lui expliquer, j'aimerais ça acheter une maison. Ah, mais j'ai jamais fait ça. Je vais m'informer. Tu spécialises ton agent dans un domaine, le domaine de l'immobilier, par exemple, dans le domaine de l'agent de placement, l'agent de... et ça, c'est le premier volet. Puis ensuite, tu permets à cet agent-là tu donnes accès à ton compte bancaire. Tu donnes accès à ta carte de crédit. Tu donnes accès à ta note de crédit, tu donnes accès à tes contacts téléphoniques pour qu'ils fassent les démarches pour toi. Et là, c'est un niveau de confiance que si l'intelligence artificielle, à la base, donne des résultats incertains, hallucine des trucs, tu peux te réserver dans un restaurant miteux pour 42 personnes, prépayé, et puis... tu dis, wow, c'est pas ce que tu veux. Fait que là, si à chaque étape, tu dois valider le travail de l'intelligence artificielle, ce que tu ferais avec un stagiaire, ce que tu ferais avec... tu gagnes pas énormément de temps. Et je vais aller plus loin que ça, parce que tu parlais tantôt des distributions Linux, comment chaque adepte, apôtre de sa propre distribution monte au créneau pour se chicaner avec tout le monde, parce que sa distribution est la meilleure. Ben oui. L'IA agentique, tout le monde a sa propre définition et tout le monde se chicane. Exactement. Et je le sais, quand j'écris là-dessus, j'ai toujours 2 ou 3 lecteurs, mais t'as complètement pas compris c'est quoi l'agentique. Puis là, t'es comme, ça recommence. Et ça, comme le crypto, comme tous les autres trucs dans ce genre-là, quand ça vire comme ça, là, c'est jamais bon signe. Ouais. Un jour, on s'entendra sur une définition et peut-être que le créneau va décoller, mais on est là. Mais ça amène aussi un sous-point lié à l'IA agentique et à l'IA en général, c'est la notion d'IA souveraine, parce qu'on en a parlé toute l'année, et c'est devenu plus pressant que jamais maintenant d'avoir une infrastructure d'intelligence artificielle souveraine, et ça, quand on dit souverain, on parle au Canada, on veut quelque chose qui serait le plus canadien possible. Quand on est en Europe, on parle de quelque chose qui serait le moins américain possible. Essentiellement, c'est un peu ça que ça veut dire. On est en train de jouer avec ce concept-là cette année et de le définir. Et je parlais avec des gens de Coveo, qui est une entreprise québécoise là, en intelligence artificielle, de ce que pourrait signifier une infrastructure souveraine d'IA pour le Canada. Et chez Coveo, on dit, par exemple, nous, on est hébergés, on est assis sur AWS, nous sommes une entreprise canadienne, donc on pourrait faire partie de l'infrastructure canadienne souveraine, malgré que ce soit sur AWS, qui est Amazon, qui est américain. Donc, ce serait un peu comme l'assemblage de véhicules. Là. Un véhicule canadien contient genre 30% de composants et de charges de travail locales. Donc, c'est pas 100% canadien. Donc, je pense qu'on s'en va vers une définition de l'IA souveraine qui ne va pas exclure les géants américains. Mais c'est un terme qui a émergé beaucoup cette année et ça fait partie de ce qui était nouveau dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose que maintenant que vous nous avez écouté, vous le savez, vous êtes prêts pour 2026. Parce que là, on va parler de robots. Il y a d'autres nouvelles, oui. Puis des idées cadeaux. Non, mais j'ai pas fini les nouvelles, mais pour l'intelligence artificielle, ça coche. Et en 2026, encore une fois, dans cet épisode-ci de l'année prochaine, en décembre 2026, on va vous reparler de l'IA matérielle, parce que ça, c'est la grosse affaire qui s'en vient l'année prochaine. C'est pas juste d'avoir de l'IA, mais de l'incruster, de l'intégrer dans des équipements matériels concis, donc un robot humanoïde ou une machine qui fait du café ou n'importe quoi qui va être comme... Il y a de l'IA là-dedans, mon homme. Fait qu'on va suivre ça avec attention l'année prochaine. Autre nouvelle qui commence, autre technologie émergente, je devrais dire, qui commence cette année, dont on va parler encore demain, parce que j'ai un embargo sur une nouvelle qui concerne un fournisseur national de services sans fil qui se lance dans le service mobile par satellite. C'est ça, vous comprenez qu'on va parler de téléphonie satellite, parce que c'est un truc qui a beaucoup décollé cette année, et ça décolle pour vrai. C'est pas de la spéculation, c'est pas de la projection.
Cette année, on a vu émerger l'accès aux satellites par la téléphonie mobile. Là, vous dites, bon, oui, mais Starlink, c'est de l'Internet par satellite. C'est pas mobile, c'est fixe, ça prend une antenne qu'on plante dans le sol ou qu'on accroche au coin de son véhicule récréatif, mais c'est pas un truc qu'on peut faire sur son téléphone directement. Et ça, c'est la grosse nouveauté cette année. On l'a vu beaucoup du côté d'Apple, mais Google, avec son Pixel aussi, l'intègre, et de plus en plus, les téléphones vont le faire, et de plus en plus, ça va être les fournisseurs de services, et non pas les fabricants de téléphones, qui vont offrir l'accès satellite to mobile, à mobile en anglais, donc satellite à mobile. Puis ça va être probablement éventuellement, parce que pour l'instant, on teste, c'est en bêta, donc c'est gratuit pour les gens qui sont curieux. Et vous comprenez qu'un jour, on va vous facturer, on va vous proposer un forfait cellulaire. Et pour une prime de plus, un accès satellite en plus. Donc là, les gens vont devoir payer davantage pour essentiellement faire ce qu'ils font en ce moment sur ces réseaux cellulaires, mais via les satellites. C'est en train de commencer. On peut déjà envoyer des messages textes à partir d'un iPhone, à partir d'un téléphone Pixel, à partir de l'Apple Watch la plus récente. C'est pas encore entièrement à point, mais on travaille là-dessus. Et les fournisseurs, je pense que c'est Rogers qui a lancé un service bêta, et je vais dire universel, dans le sens où même les clients d'autres fournisseurs pouvaient aller sur ce service-là pour essayer la téléphonie par satellite. Donc, on promet, au fil des prochains mois, un rehaussement de ce service-là, au-delà évidemment de la messagerie texte, mais avec des appels et aussi des applications plus riches en termes de contenu. Donc, ça s'en vient. Et pas seulement dans les régions éloignées, mais partout où il n'y a pas de signal cellulaire. Par exemple, pas loin de 10 mètres dans le fond de ma cour, j'ai pas de signal, fait que ça marche avec le satellite. T'es vraiment dans une zone sombre. Le truc que je trouve particulier, c'est si je ne m'abuse, le service satellitaire demande d'avoir un ciel dégagé. Tu peux pas être à l'intérieur. Ben, c'est pas si pire parce que je l'ai fait dans le bois, je l'ai essayé dans la forêt, quand même, avec un lac, au bord du lac. Oui, je veux dire un ciel, il faut pas qu'il y ait de faut pas ça à travers des immeubles, c'est ça, exact. C'est ça, mais à l'intérieur. Mais donc, c'est un complément au réseau. Puis ça va mener à cette conversation-là où les fournisseurs de services vont vous vendre un bundle connecté Wi-Fi, cellulaire, satellite. Ça va être comme ça qu'on va dire. Les téléphones, en toute transparence, vont passer d'un à l'autre et vous serez toujours connectés. Ça, c'est la théorie. La pratique, on verra bien, mais la théorie a vraiment émergé en cette année en 2025. Courte nouvelle, voilà. Et une dernière pour vous, 100% québécoise, qui va se faire ressentir plus tard, mais qui est survenue en octobre cette année, c'est l'entrée en vigueur de la loi québécoise contre l'obsolescence programmée. Là, je suis vraiment content parce que j'ai tout dit ça sans bafouiller. Mais c'est beaucoup. Bon, on va voir à quel point le gouvernement québécois et le Québec a du poids dans l'échiquier technologique mondial. On n'est pas l'Europe. Parce qu'on promet ceci. Désormais, pour tout achat d'électroménager ou d'appareils électroniques au Québec, les fabricants doivent garantir la disponibilité des pièces et des outils de réparation pour une durée raisonnable. Et surtout, on ajoute aussi la notion de score de réparabilité et les fabricants devront l'afficher. C'est quelque chose que la France fait déjà, entre autres choses, entre autres pays. Donc, on dit que c'est la fin de l'espèce de jetable là, où les fabricants vendent une laveuse, une sécheuse, un téléphone irréparable, puis au bout de 4 ans, on dit il est brisé, mon gars, faut que tu en achètes un autre. Là, on dit non, on peut, et on voit évidemment Google, Apple déjà offrir des kits, des trousses de réparation. Samsung, même du côté des électroménagers, devra le faire aussi, et tous les autres fabricants, bien sûr. Et ça donne le goût d'acheter le petit kit du bidouilleur là, de iFixit, qui ont des trousses de différents niveaux de complexité. Oui. Écoute, sérieusement, on va les revoir au CES cette année, mais je les ai vus au CES l'année dernière, puis on a jasé pendant 1 heure sans aucune raison, parce que c'est le genre de place où on s'accroche les pieds, et là, on jase. Et là, tu te dis, waouh, quels outils incroyables proposent-ils? Et ça permet de réparer des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, si vous avez un appareil réparable et si vous avez le goût de bidouiller. C'est pas encore super simple, c'est-à-dire que c'est pas comme clic, puis c'est fini, on s'entend. Il y a peut-être même du soudage, du dessoudage, du collage, ça, du décollage. C'est pas cool. Les vis, là, ça a du bon. Des vis, là, ça a bien pour enlever le panneau arrière du téléphone. Mais des vis avec une connexion étoile triangulaire de nouveau de l'air spatial qui a juste un tournevis dans le monde qui défait, ça, c'est moins le fun. Mais bref, on tente au niveau là, du provincial, du gouvernement provincial, de pousser vers la réparabilité. Tu vois, j'ai bafouillé, j'avais dit tantôt que c'était difficile. Mais à suivre pour ça, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça devrait réduire les déchets électroniques qui sont nombreux.
Et tout le monde fait comme, bah, j'ai pas le choix d'acheter mes appareils. Mais oui, on a toujours le choix. C'est juste d'acheter les bons. Oui, des fois, c'est pas facile à réparer. Puis quand on voit le niveau de complexité, moi, juste de réchauffer un téléphone pour enlever la colle et tout, je trouve que c'est au-delà de la capacité. Et c'est pour ça que les petites boutiques de réparation, ça peut être un marché assez le fun, parce qu'ils ont des outils, ils ont l'expérience, ils ont plus de confiance. Clinic est une belle chaîne. Il y a Second Cell, je pense. Oui. Oui. Il y en a quelques-uns, là. Oui. Faire réparer son téléphone, c'est une bonne façon de sauver des sous aussi. C'était le tour en 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles efficaces de ce qui s'est passé dans le monde en 2025, dans le monde technologique, bien sûr. On va prendre une très courte pause parce que j'ai besoin de reprendre mon souffle et on revient avec les gadgets de l'année selon Pascal Forget, fin connaisseur de la chose. Non, des idées cadeaux. Il ne faut pas mettre trop de pression, là. Il y a des belles bebelles. Non, mais faut mettre écoutez, vous voulez pas rater ça. Moi, j'ai vu le 4e et je suis tombé, je l'ai dit tantôt, je suis tombé en bas de ma chaise, j'en revenais pas. Fait que, on fait un clickbait comme on peut. Mais restez avec nous. On parle de ça tout de suite après ceci à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. C'est le moment où Pascal nous en met plein les yeux et plein la vue, donc 2 fois la même chose. Donc, il nous épate visuellement et aussi de plein d'autres façons. Mais avec ce qui sont tes coups de cœur, comment on les définit, ces appareils? Parce que moi, je t'en ai essayé 2 qui sont les miens, en tout cas. Ça, je peux te le dire. Oui, tout à fait. C'est simplement que j'aime ça à la fin de l'année, faire une espèce de retour sur ce que j'utilise encore. Puis évidemment, on a toujours un biais des choses qu'on a reçues récemment ou qui sont des nouveautés. Qu'on a essayé plus. Mais en même temps, les choses qui durent dans le temps. Oui, c'est le fun de se dire. Cet effet de nouveauté là, Il y a un produit, ça va être pour la 3e année qui m'emballe. J'en glisse un mot aussi, mais sérieusement, c'est encore une belle idée de cadeau si vous n'avez pas encore fait le saut. Première des choses que j'aimerais avoir de la gratitude pour, exprimer de la gratitude envers, la poignée de porte Nuki. Sérieusement, ce que tu viens de dire. Super le fun. Ah oui, on en a parlé au début de l'année, ça, oui. Oui, poignée de porte connectée qui a 2 détections. Une détection avec le GPS, avec notre téléphone. Fait que ça permet, quand on s'approche de notre domicile, de se mettre en attente pour s'activer quand on active le Bluetooth. Fait que ces 2 étapes-là font que j'approche de chez moi, j'ouvre la porte de l'entrée, qui est encore malheureusement avec une vraie clé, mais j'entends ping-pong dans mon téléphone et ma porte se déverrouille parce que je suis à portée de Bluetooth. Fait que ça évite le phénomène que je craignais beaucoup, que ça se désactive ou que ça s'active parce qu'on passe devant la poignée de porte quand on se déplace de la maison. Dans ce cas-ci, tu as vraiment, quand tu quittes le domicile, ça se verrouille et quand tu reviens, première étape, ça détecte que tu approches et ensuite ça déverrouille au moment. Assez impressionnant, toujours le fun quand tu as des paquets, des colis, ta porte est déverrouillée, pas besoin de chercher tes clés 2 fois. Si vous n'avez qu'une seule serrure, vraiment le fun. Regardez les serrures connectées et la compagnie Nuki, compagnie européenne qui est arrivée cette année en Amérique du Nord. Deuxième truc, écoute, ça c'est plus rigolo, mais ça me fait beaucoup jaser, c'est le téléphone Pop. Le fameux téléphone micro qu'on branche. Ça peut être un cadeau rigolo là, pour un échange. Cinquantaine de dollars, très très le fun. Compagnie, échange de cadeaux. Oui, et compagnie qui fait des produits qui se veulent durables. Donc, ils travaillent très très fort. Grosso modo, c'est un combiné téléphonique style rétro qui est USB-C. On peut le brancher dans son téléphone, son ordinateur. Imaginez faire un appel vidéo en tenant le combiné comme ça. Vous allez faire jaser. C'est certain. Et le son est très correct. Évidemment, ce n'est pas un micro professionnel. On va parler de ce que j'utilise en ce moment. Une autre façon de mettre à jour, d'upgrader vos appels vidéo. Beaucoup de gens travaillent à longueur de journée avec des appels vidéo et tout, puis ça sonne pas bien, puis c'est pas confortable. Ça, c'est le fun. Et troisième chose pour laquelle j'aimerais exprimer de la gratitude, c'est l'aspirateur Dream X50. Dreamy. Moi, je l'appelle Dreamy. Dreamy, moi aussi, Dreamy. Je pense que c'est la façon Dreamer, de ça se dit pas vraiment, mais Dreamy X50, qui est quand même le plus sophistiqué de la gamme, si je me trompe pas en plus. Oh oui, tout à fait. Et c'est très drôle parce que j'ai lu un article sur la fin des compagnies de Roomba et iRobot, qui étaient des précurseurs avec des appareils qui fonctionnaient bien, faciles à réparer, qu'on pouvait ouvrir avec un tournevis.
puis ils ont perdu un peu leur avancée. Et oui, parce que les compagnies asiatiques sont arrivées avec des appareils, et j'ai vu la différence. Moi qui étais fan de iRobot depuis le début, avec le Dreamy X50, on dirait qu'ils ont tout enlevé, les irritants, la détection, le nettoyage, le séchage, tout se fait simplement, gros réservoir, rien à faire, ça coince pas. Vraiment, vraiment le fun. Jetez un coup d'œil, j'ai fait un billet. Il faut que je fasse un billet là-dessus pour expliquer la Dreamy X50. C'est vraiment assez cool comme appareil. C'est cher, mais je vais démonter là, toutes les réserves que les gens avaient par rapport aux aspirateurs robots. On en a parlé en long et en large l'autre jour, puis je veux dire ceci, si vous voulez vous gâter vous-même un aspirateur robotisé, surtout si vous avez un condo, tu sais, un plancher d'un seul étage, là, ça a ses avantages, ça a son attrait. Et ça fonctionne généralement assez bien pour que ça vous libère de passer la balayeuse une fois par semaine, la plupart du temps. C'est ça, ou simplement le faire plus souvent qu'avant. Moi, je vois honnêtement que laver mon plancher, je faisais pas ça, là, je le fais plusieurs fois par semaine et mes allergies vont mieux, moins de poussière partout, très, très cool. Premier produit dont on n'a pas encore parlé à une tasse de tech, mais que j'essaie depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, peut-être pas plusieurs mois encore, mais le bracelet Polar Loop, qui est une alternative au bracelet Whoop. Le Whoop, qui est le fun, mais qui demande un abonnement. On dit Whoop. 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 Alors, tu fais Whoop, j'ai pas payé mon abonnement, j'ai plus de données. Le bracelet Polar Loop coûte 289 $ canadiens. Ce qui est le fun, il y a Hume aussi qui fait un bracelet dans ce genre-là. Ah, tout à fait. Fait que toi, tu as ton bracelet au poignet qui est ajustable avec un bracelet élastique assez confortable. Tu peux l'ajuster très, très facilement avec un velcro. Plus confortable pour le sommeil par rapport à une montre. Ça te permet de On l'oublie, pas vrai. Exactement. Ça te permet de porter la montre de ton choix ou le bracelet de ton choix ou pas porter de montre du tout. Pas dérangeant. L'inconvénient de la loupe, c'est que tu n'as pas de vibration. J'aurais aimé ça qu'il y ait une vibration pour te réveiller, pour te notifier après une minuterie. Ah, j'avoue, pour faire un petit réveil. Mais l'absence de notification et de la possibilité d'avoir des notifications, moi, j'ai bien apprécié parce que ça permet de ne pas penser à ça pendant que... comme quand tu veux décrocher, tu peux le garder puis pas te faire... exactement ça. J'aime ce volet-là, mais avoir des vibrations pour te réveiller ou simplement pour une minuterie ou un compte à rebours, tu règles ça dans ton téléphone, ça vibre à ton poignet, tu as quelque chose qui se passe, une alerte, ça pourrait être une chose. C'est ma petite demande spéciale. Autre chose qui est... Il détecte les activités, mais j'ai pas trouvé que c'était super pour détecter quelle activité. Je sais pas si tu as il y a ça, et je vais ajouter ceci. Il détecte bien le début des activités, mais mon Dieu que ça lui prend une éternité à détecter la fin. Donc, tu as l'impression que tu as couru pendant 4 heures des fois, alors que tu as couru vraiment juste une demi-heure. Oui, je sais pas c'est quoi le seuil d'arrêt de rythme cardiaque ou de... Ça aussi, j'avoue que j'ai pas été La synchronisation avec le téléphone, avec l'application Polar Flow, est un paquet de troubles aussi. C'est comme, des fois, c'est un peu long pour rien. L'application est en général, Polar a besoin d'amour pour son application. L'application n'est pas très sympathique. Tu ouvres ton application, tu as un paquet de menus qui apparaissent, tu n'as pas les données que tu aimerais voir. Je veux simplement voir si ça va bien, je veux voir si j'ai bien dormi. Sont super loin dans le fond de l'application, comme dans 3 sous-menus, alors que c'est la première affaire qu'on veut voir souvent. Oui, l'autre chose qui est flayée, c'est que ça synchronise avec ta loupe ou avec une montre Polar. Fait que si tu as les deux, tu disais, hey, j'aimerais ça courir avec la montre, voir. Alors, c'est quoi que tu es supposé de faire? Tu es supposé d'enlever ta montre, aller dans ton téléphone, activer ton bracelet Loop. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Puis là, je portais la montre Polar et le bracelet Polar. Puis là, il me dit, synchronise ta montre. J'ai commencé à synchronise pas. Il synchronise un ou l'autre. Fait qu'au niveau de l'application et de prioriser un ou l'autre, lequel tu veux prioriser? Veux-tu prioriser le bracelet Loop ou ta montre? Ouais. Mais de ne pas pouvoir synchroniser les deux, c'est un peu dommage parce que la montre Polar a aussi des notifications pour la musique. Mais si vous ne voulez pas de montre, un bracelet, comme ça, c'est pas mal le fun, je veux dire ceci. Surtout si vous voulez faire le suivi du sommeil. Puis, je vais rajouter à ça, on peut synchroniser Polar Flow, l'application, avec Apple Santé, avec Google Fit, avec Strava.
Donc, vous pouvez comme centraliser vos données et avoir l'interface plus fluide. Le suivi du sommeil sur Apple Santé a été amélioré cet automne avec la nouvelle version d'iOS, entre autres, sur l'iPhone. Et d'intégrer les données de ça permet de ne pas dormir avec une Apple Watch, qui est donc pas agréable. Et ça fait, pouf, il vous lève votre score du sommeil sur l'écran de votre téléphone sans aucun tracas. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Ouais. Fait que c'est ça, ce que le bracelet est simplement pour récolter des données, mais ça aurait été le fun d'avoir ces données-là dans l'application Polar. Mieux affiché, ouais, c'est ça, exact. C'est ça, qu'on ait une meilleure communication, qu'on ait plus de... Il y a plein d'informations qui sont récoltées, mais les trouver ou avoir quelque chose une information qui te sert à quelque chose. Moi, j'aimerais ça ouvrir mon application le matin puis qu'ils me disent ton score de sommeil, fais ci, fais ça. Mais non, il faut que tu fouilles dans l'interface et tout ça, puis c'est pas évident. Est-ce qu'on change complètement de sujet? Vas-y, je t'écoute. Moi que tu veuilles dire quelque chose d'autre sur la Polar Loop. Non, je complètais, très je suis bien content. Pas cher. Si vous considériez la Whoop, si vous voulez vous entraîner sérieusement. Dernier truc sur le bracelet Polar, il n'y a pas de sangle qui permet de le mettre au biceps ou à la poitrine. Ce qu'on peut faire avec la Whoop. Pour avoir des données plus précises, il y a des gens qui n'aiment pas ça avoir au poignet. Il semble qu'au biceps, tu peux avoir des données entre autres, de rythme cardiaque plus précises. Et même chose, tu pourrais le mettre autour de ta poitrine pour avoir des données qui ne bougent pas. Au poignet, des fois, ça fluctue. Je me disais, c'est un petit détail, là, mais ça permettrait de changer le mal de place des fois pour certaines activités intenses. Assez chouette autrement, le Polar Loop. Il faut que j'en parle. Moi, je suis un sucker pour tout ce qui est trucs de cuisine et trucs chers de cuisine, évidemment. Il y a la compagnie Our Place qui fait le Titanium Always Pan Pro. T'as pas vu ça? Wi-Fi là-dedans? Non, j'ai pas ça. Le Wi-Fi, c'est simplement que c'est en titane. Il y a un coating, un recouvrement en titane à l'intérieur, ce qui fait que tu peux l'utiliser, contrairement à tout ce qui est anti-adhésif normalement, qui ont des enduits en téflon ou en toutes sortes de matériaux qui vont se décoller à un moment donné. Donc, tu dois remplacer ta poêle anti-adhésive régulièrement. La Titanium Always Pan. Et là, c'est très, très, très infomercial ce que je vais dire. C'est assez génial parce que c'est vendu avec une spatule en métal. Et ça faisait littéralement, là, je me demande, ça fait pas 20 ans que j'ai pas utilisé une spatule en métal parce que j'utilise toujours des poêles, des grattes en plastique pour mes outils, pour garder le fini et tout. Et là, ils disent, tu peux gratter allègrement. Ça va au four, elle est lourde, la surface devrait durer. J'ai regardé plein de trucs, il y a plein de gens qui disent qu'après un certain temps, elle devient sale. Le fonctionnement, c'est qu'il y a un petit motif à l'intérieur avec des hexagones, avec un point au milieu. Ça créerait une zone qui facilite l'évaporation pour empêcher. J'ai été très agréablement surpris. Si tu l'utilises en mettant un peu d'huile au départ, j'ai fait des œufs avec. Les œufs se déplacent. Tu sais, normalement, tu couds ta poêle, les œufs ont failli s'envoler de la poêle. Il semble que ça change avec le temps. Il faut s'assurer de bien nettoyer la poêle. Mais pour 200$, c'est assez chouette. C'est avec un couvercle. Une poêle. J'ai beaucoup de plaisir. Et tu peux la mettre dans le four, chose que tu peux pas faire avec toutes les poêles. C'est pas juste. C'est des fois d'une compagnie qui fait des infomerciaux beaucoup. Là, tu dis il y a quelque chose de louche. Je pense que ça devrait durer. Je pense que ça devrait être quelque chose qui ferait plaisir à un amateur de cuisine. Ça colle pas. Écoute, je suis assez impressionné. J'ai hâte d'en reparler dans quelques mois. So far, so good. Bon. Quoi d'autre? Oui, mon setup de bureau revisité. Si je te sens, quoi d'autre? Écoute, j'ai amélioré mon bureau. J'ai parlé ici je parle dans un micro en ce moment. Un micro qui est le Flipcast de HP. C'est HyperX qui fait ça. C'est un micro qui coûte 200$. Il est vendu, on peut l'acheter avec un trépied qui permet de le positionner. Si vous faites beaucoup d'appels vidéo, je te vois lever le doigt. J'ai une question, parce que HyperX, de mémoire, c'est l'ancienne société Plantronics que je peux racheter, rebrandé, ça se peut-tu? Ça a bien Il y avait des installations à Montréal, oui. Ça a bien de l'allure. Écoute, le HyperX Flipcast, c'est un micro qui est USB et XLR. Fait que là, on entre dans le semi-pro. XLR, c'est la connexion de micro professionnel. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui veut se lancer dans le podcast ou dans la diffusion, si vous avez de l'équipement XLR. Autrement, bouton très sensible pour désactiver le micro. Très, très le fun quand on a besoin de tousser, quand on a besoin de parler à quelqu'un. On peut désactiver d'un toucher. On a aussi sur le micro un niveau
sonore, donc on peut voir si on parle trop fort, et on peut aussi changer la couleur du micro. Je vais le montrer un petit peu, ceux qui nous regardent Ouais, il y a sur une bande YouTube. lumineuse en DEL là, dans le milieu de Oui, du fait qu'on peut micro qui choisir peut la changer de couleur, couleur. on peut la rendre Ouais. fixe et tout. Fait que si jamais vous avez besoin si vous faites beaucoup d'appels vidéo, les gens m'en parlent souvent quand je fais des formations, il est cool ton micro, et ainsi de suite. Puis je pense que ça donne un bon contrôle de la voix. Si vous avez du bruit autour, ça va l'isoler. Très, très le fun. J'ai toujours un amour incroyable. À chaque année, je suis un peu crackpot sur les claviers. Le clavier Wooting, ici, avec l'effet Hall, sensibilité magnétique des touches. Donc, au lieu d'être un interrupteur qui coupe le circuit, ça capte un champ magnétique de la touche. Alors, on peut calibrer la pression de ces touches très, très, très précisément. C'est le fun de taper avec ça. C'est vraiment le fun. C'est si très vous rêvez d'écrire un sensible. roman là, sur votre machine, ça y est. Vous avez le Oui, clavier parce qui va que vous donner le goût de le faire. Oui, parce que les claviers mécaniques ont quelque chose de très cool. Les claviers qui font clac, 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 puis il y a quelque chose de tactile, de sensuel presque à taper avec un clavier mécanique. Mais avec le clavier Wooting, avec l'effet Hall, qui utilise le champ magnétique, tu mets une pression, puis la touche se fait, puis les touches que tu veux taper plus dur dessus, par exemple la touche de retour, tu peux décider que cette touche-là est moins sensible que les autres, fait que tu fais pas retour par mégarde, ou tu tapes pas la touche que tu t'accroches tout le temps dedans, tu peux la rendre moins sensible, fait qu'il faut vraiment que c'est un peu de bidouillage, mais c'est très, très cool. Wooting, belle compagnie. Et il faut que je le dise, j'ai reçu Kensington. J'utilise un trackball depuis 1 an et quelques de Kensington. Puis il y a le nouveau, exactement. Mais moi, j'ai la version ergonomique parce que j'aime pas la version plate. Et là, écoute, ils ont refait une nouvelle version de leur modèle et je vais le nommer ici, c'est le Expert Mouse. Ça s'appelle une souris. Même si c'est un trackball, c'est le je vois plus bien de proche, TB800, le EQ trackball, qui est le modèle de la mort. Tu as des boutons avec des molettes chaque côté. Boutons configurables de façon personnalisée, si vous voulez. Tu peux personnaliser comme tu veux. Pour te dire, tu as 2 molettes chaque côté de ton trackball. Tu en as une autour du trackball. Pour faire défiler des pages à l'écran, tu peux naviguer avec ton doigt dans l'écran avec la boule. Tu as une molette autour pour faire dérouler et tu as d'autres molettes sur les côtés. D'ailleurs, j'ai dû en désactiver une parce que ça faisait zoomer mon écran. Alors, par mégarde, j'avais tendance à mettre mon petit doigt sur le côté qui accrochait la molette. À l'endos, tu as les boutons pour les désactiver physiquement, tes molettes. Chaque bouton est configurable avec des raccourcis. C'est assez cool. Et toujours, quand je te dis que pour la 3e année consécutive, mon micro est amélioré, ma souris est améliorée, mon clavier est amélioré, mais j'ai toujours le Stream Deck. Le Stream Deck, c'est pas le Steam Deck, faut pas confondre. Le Stream Deck, c'est pas la même chose. C'est Elgato qui fait ça. C'est une console avec des boutons. Chaque bouton est programmable. Chaque bouton est un petit écran. On peut mettre l'icône de son choix dedans. Et encore une fois, 3e année consécutive, je rajoute des raccourcis clavier, je rajoute des fonctions, je démarre Spotify, je peux marquer une chanson comme favorite. Dans Teams, je peux activer le micro, désactiver le micro. Je peux, dans mes présentations Teams, je mets les emojis. Quand tu fais une formation, tu donnes une conférence, tu peux faire un pouce en l'air, tu peux faire un cœur directement. Réaction rapide. Ben oui, pratique. Réaction rapide et surtout coller du texte. Fait que si tu es toujours en train d'utiliser ton adresse ou ta signature de courrier, ben bam, d'un clic, tu colles ton adresse, tu colles une phrase. Je m'en sers chaque jour, beaucoup, beaucoup, puis j'aime beaucoup ça. Je ne reviendrai pas en arrière. Si jamais vous voulez optimiser votre bureau, je pense que c'est un beau Stream Deck de Elgato. C'est souvent en promotion, jetez un coup d'œil. Ils ont plusieurs modèles avec des molettes de volume maintenant. Donc, pour ceux qui font du mixage audio ou justement beaucoup de podcasts ou qui écoutent simplement de la musique, regardez ça. C'est un produit que je vous recommande chaudement. Voilà. Tu as des écouteurs qui m'apparaissent nouveaux dans tes oreilles, Pascal. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, parce que je suis un peu jaloux. Tes Status Audio Pro X avec tes 3 transducteurs. Ça va trop vite, là.
Non, je sais, mais c'était ça le lien. Je voulais rendre hommage à tes écouteurs que tu avais. Je me disais, c'est le fun d'écouter de la musique qui sonne bien. En ce moment, ceux qui me regardent sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, j'ai en ce moment les écouteurs qui s'appellent c'est les IM4. Les IM4, Fossi. merci beaucoup. Fossi, comment on prononce ça? J'avais la note à quelque part. C'est une compagnie. Et là, je vais regarder dessus. C'est très cool parce que le fil est détachable. C'est des écouteurs de type moniteur qu'on place dans ses oreilles, un peu comme les artistes, les musiciens. Ils se glissent dans l'oreille. Ils viennent avec plusieurs embouts. Ils coûtent une centaine de dollars, 100 quelques dollars canadiens. Et ils viennent avec beaucoup d'embouts qu'on peut ajuster avec des filtres pour changer, si on veut, du son plus clair, du son plus de basse, des embouts de plusieurs tailles qui me conviennent. J'ai des gros conduits auditifs, j'ai toujours de la difficulté à trouver des embouts qui bloquent bien mon oreille. Dans ce cas-ci, ça fonctionne. Et ça permet de jouer avec son son. C'est des écouteurs filaires, donc on n'a jamais besoin de les recharger. Très, très le fun si vous avez une prise d'écouteurs quelque part. Et ils sont branchés dans un petit truc qui s'appelle, c'est le hi-fi Go Blue Air. Oui, Hi-Fi, mais ça, c'est une autre marque, c'est un autre gadget, là, ça n'a pas rapport avec les écouteurs. Oui, c'est ça, c'est pas avec, mais c'est branché dedans. Et ça, c'est très cool parce que c'est un décodeur audio numérique, un DAC, un DAC, décodeur analogique numérique. Convertisseur analogique numérique, qui va transformer le son numérique en son analogique et qui fonctionne avec des écouteurs à fil. Et c'est vraiment cool parce que hi-fi, c'est une compagnie qui fait des trucs très le fun, IFI. Il y a un clip magnétique derrière, très très chouette. C'est vraiment nono comme détail, mais on peut le clipper à sa chemise, on peut le clipper à son manteau. Ça se détache et on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui est bien d'avoir un clip magnétique plutôt qu'un clip standard, c'est que si jamais on a un choc, ça se détache, ça brise pas. C'est tout simple comme détail. Le fait de pouvoir le mettre dans un sens comme dans l'autre, on peut mettre le fil vers le bas, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un fil qui dépasse, qu'on accroche tout le temps, on a un fil qui pendouille vers le bas, qu'on peut mettre à sa poche de chemise. Il y a 10 heures d'autonomie, Bluetooth 5.2, les codecs. Ça, encore une fois, c'est très drôle parce que quand on se connecte, on essaie toujours de trouver le codec le plus performant compatible avec son téléphone ou son appareil. Tu as le LDAC, le LD... je laisse les audiophiles s'amuser. L'HDC, qui est le High Definition Codec. LDAC, qui est en principe l'équivalent d'Apple, le Lossless aptX, qui est un bon... aptX, tous les codecs aptX du moment. Là. Selon le codec, comme il peut se mettre à jour, éventuellement, s'il y a des nouveaux codecs, ça va être compatible. Petit achat, c'est 150 $, quelque chose comme ça. 250 $ l'ampli. Vous pouvez l'utiliser avec votre ordinateur. Et ce qui est bien, c'est comme c'est sans fil, on a de la bonne qualité sonore et on peut se déplacer et on perd pas le fil. Fait que si vous êtes en appel vidéo, par exemple, vous pouvez continuer d'écouter votre appel vidéo avec du bon son et vous pouvez vous déplacer sans problème. C'est un petit détail. Je vais en parler. Je vais glisser un des deux gadgets que j'avais noté comme recommandation. Les Pro X, les écouteurs. Je les ai pas sur dans mon sac. Je les ai traînés cette semaine. J'étais en voyage. Les Pro X qui ont une forme très rectangulaire. On en a parlé il y a une semaine ou deux. Si vous voulez avoir le détail, allez écouter notre ancienne balado parce que c'est dans la description et je vous en donne tous les détails. Mais si vous cherchez des écouteurs Bluetooth avec une très bonne annulation du bruit active, le fameux ANC, et une capacité à livrer de la musique comme une tonne de briques dans vos oreilles, c'est vraiment le produit à considérer cet automne. Tu l'as dit, c'est une architecture à trois haut-parleurs, 3 très petits haut-parleurs, 3 transducteurs, pour utiliser le terme technique. Donc, c'est des écouteurs à 3 voix, comme on disait dans le temps, avant l'apparition vraiment des écouteurs Bluetooth, compatible avec le protocole aptX lossless et qui promet de rehausser la musique numérique vers l'équivalent le plus possible d'une musique sans perte. Là. On ne va pas débattre de ça pendant une demi-heure ici maintenant, mais bref. Et il y a deux choses. Il y a une application mobile, Status Audio, qui permet de le jumeler et de le paramétrer ensuite pour les commandes tactiles, pour l'égalisateur sonore. Et il y a évidemment des égalisateurs préprogrammés faits par Status Audio, qui sont très bien, et par la compagnie Knowles, qui a conseillé Status Audio dans la fabrication des écouteurs. Et Knowles, ils font des composants pour fabricants, pour des enceintes, pour des trucs comme ça, dans le salon, dans l'auto, ailleurs. Et ils sont très, très reconnus. C'est une bonne compagnie. Et ils ont
de base 4 profils audio ou 5 profils audio, 5 de prédéfinis dans l'application pour de la musique, pour un son plus neutre, pour la voix. Donc, si vous écoutez des balados, vous pouvez tout de suite paramétrer et là, on met plus d'insistance sur la voix et un autre pour de la musique plus... de la vidéo, en fait. Si vous regardez une série télé, des choses comme ça. Donc, ils sont un petit peu plus chers que ce qu'on peut imaginer. 426 $, c'est pas exactement donné, mais ça fait un super cadeau pour quiconque aime beaucoup la musique et aime des écouteurs et porte des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires. Ils sont assez confortables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment agaçants dans l'oreille. Et le son, les amis, le son, vraiment. Fallait que je revienne parce que plaisir avec ça. Écoute, je ne cesse de me trouver des excuses. Comme là, j'ai retéléchargé une version rehaussée de l'album The Wall de Pink Floyd. Oh! Et c'est excellent. C'est déjà bon en partant, on s'entend, mais là, ça fait longtemps que j'avais écouté. J'avais ma propre version MP3 là, qui était vraiment vieille et à la limite poussiéreuse, une telle chose se peut. Et là, d'avoir retrouvé une version sans perte et de la pousser avec le protocole aptX qui dégrade le moins possible, dans le fond, la musique numérique, c'est agréable. C'était un petit clin d'œil parce que tu parles d'écouteurs. Je rajoute ça à votre liste, les amis, si vous cherchez quelque chose. C'est pour ça qu'on est là, pour se parler. Puis comme je te dis, c'est ce qui a inspiré ma recherche de retrouver de l'audio plus le fun. Petit détail vraiment cool, il y a Philips qui écrit que son modèle Philips Norelco i9000 Prestige Ultra est un rasoir connecté qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer ton rasage. Donc, avec la brosse à dents Oral-B, Wi-Fi patente, tu peux aussi avoir le rasoir Philips. Le rasoir Philips. Écoute, c'est 400 $. J'ai vu le rasoir. J'ai vu un modèle très similaire chez Costco à 100 $, qui est la version pas connectée. Fait qu'on paie 300 $ de plus pour avoir le modèle haut de gamme. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pas certain. Ton poil est mieux coupé par l'intelligence artificielle, Pascal. Mais c'est... On y prend goût, Alain. Je te jure que la première fois que j'utilise un rasoir électrique, ça demande quand même un peu d'adaptation. Ceux qui sont est-ce qu'il te parle? Est-ce que c'est un bon coup de rasoir? C'est parce que tu as vraiment passé à la bonne place? À la fin. Il te donne un rapport quand tu as terminé ton rasage, puis il dit « Oh, tu as passé un peu trop de pression. Tu as fait des mouvements trop brusques, pas assez précis. » C'est très intuitif. Ils te disent pas vraiment « Fais ci, fais ça. » Ils disent grosso modo « Pas trop de pression. » Pas assez de pression, juste assez de pression. Fait que là, sur ton rasoir, pendant que tu te rases, tu as des couleurs qui apparaissent. Ça devient mauve quand tu as trop de pression, je crois. C'est vert quand tu as le bon mouvement. Et là, tu déplaces ton rasoir, t'apprends. Et intuitivement, je regarde mes sessions de rasage, elles s'améliorent à chaque fois. Et j'ai du plaisir à me raser, Alain. J'étais toujours très, très rébarbatif à l'idée de me raser. Et là, je me rase plus souvent. Écoute, c'est doux comme une fesse de bébé. On peut-tu enlever ça au montage, Alain? La partie où tu aimes te raser? On n'en parle plus. C'est une métaphore, évidemment. Oui, mais passe au prochain gadget, alors. Écoute, je vais le faire pour toi, si tu veux. Cette expression-là me fait rire. Voilà. Correct, c'est accepté. Faut évidemment pas dégénérer. Je vais le dire avant que tu parles de ton truc, parce que c'est là où, clairement, les esprits vont s'échauffer de façon incroyablement impossible, mais je l'ai pas sur moi. J'ai essayé une version 10 pouces, mais ils ont la compagnie Boox, qui fait des liseuses à écran e-ink, bien sûr, a lancé cette année un appareil qui s'appelle... En fait, la compagnie s'appelle Onyx, mais au Canada, ça s'appelle Boox. Fouillez-moi pourquoi. Et leur liseuse qui est vraiment super cool, c'est la Boox Go Color 7, qui est une liseuse à écran e-ink couleur Kaleido 3 de 7 pouces. Si vous savez ce que je viens de dire, si vous comprenez ce que je viens de dire, vous savez de quoi je parle et vous êtes probablement déjà en train d'en acheter une. C'est une liseuse, donc, avec le fameux écran style papier, là, l'écran qui était jusqu'ici monochrome. Là, Kindle, Kobo, la plupart ont des liseuses couleurs cette année grâce à cette
nouvelle technologie qui s'appelle Kaleido 3, là, qui est un standard pratiquement d'industrie, mais il y a à peu près un seul fabricant d'écran e-ink. Ben, c'est ça, c'est que tu as le dernier modèle de Kaleido, puis sinon, ben, t'as pas le meilleur modèle. Et les couleurs sont étonnamment vives, le contraste. À chaque fois que je reviens à l'écran d'accueil avec mes pochettes de livres en couleur, je suis comme wow, c'est vraiment, c'est niaiseux parce que je lis des livres sur liseuse depuis des années en noir et blanc, et là d'avoir la couleur, mais surtout le contraste, sans que ce soit un écran ACL, sans que ce soit un écran OLED. Ouf! Puis le format 7 pouces, ben, il est vraiment cool parce que c'est le meilleur format pour lire un livre quand on bouge beaucoup. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Les gens qui avec un gros livre, tu sais, une grosse liseuse 11 pouces, 13 pouces, t'es comme, mais pourquoi? Tu sais, à quoi tu... Nah! 7 pouces, couleur, e-ink, c'est le sweet spot. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, sur les tablettes Books, le système, c'est Android. Bon, c'est pas la dernière version d'Android, mais c'est Android juste assez pour que tu vas dans les réglages, tu coches une patente, et là, pouf, t'as le Play Store de Google légitime et natif. Donc, tu n'as pas à sideloader des apps, comme on dit en bon québécois. Donc, tu n'as pas à charger des applications trouvées sur Internet de sources, on ne sait trop si elles sont sûres, et ensuite de les télécharger, de les verser sur ton... C'est ça, juste le fait de ne pas avoir à bidouiller. Tu peux installer ensuite le prêt numérique, l'application du prêt numérique qui se connecte à... Il y en a d'autres qui utilisent Overdrive, là, mais qui se connectent essentiellement à votre bibliothèque municipale préférée. Vraiment, on en a tous une, celle de notre municipalité. Et là, vous pouvez emprunter des livres numériques sans avoir à passer par Adobe Digital Edition sur votre PC. Ça vient compliqué quand on n'a pas l'application directe. Et c'est pas un iPad, donc ça fait pas mal aux yeux de regarder un écran e-ink et de télécharger un livre numérique. En fait, c'est que vous avez tout d'un coup là, toute la chaîne de livres numériques légitimes et le fun et québécoise, ce qui est un détail non négligeable parce que le prêt numérique, c'est québécois et vous pouvez emprunter des livres que vous avez le temps de lire et ils sont chronodégradables, c'est-à-dire que vous les empruntez puis au bout de 3 semaines, ils disparaissent puis vous n'avez pas à vous casser la tête, vous ne les retournez pas en retard, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de frais de retard. Et il n'y a pas de frais, exactement. Donc, je vais dire ceci, youpidou en un mot, et ça coûte, la Books Go Color 7 coûte 350$, ce qui a priori n'est pas un cadeau, mais c'est justement ça, un cadeau, parce qu'on est dans le temps des fêtes. Et si vous lisez 10 livres dans l'année, vous venez de rentabiliser votre achat parce que vous les empruntez à la bibliothèque et ça coûte donc 0$. Et généralement, un livre, c'est 25, 30, 35$ facilement. Donc, faites le calcul. C'est peut-être dans le marché des liseuses, là, celle qui, en tout cas, moi, qui m'excite le plus, mais qui vaut peut-être le plus la peine d'être achetée. Je ne me souviens juste pas si, quand on la paramètre au début, parce que la mienne, ça fait longtemps que je l'ai fait, si ça s'affiche en chinois, parce que c'est pas nécessairement une compagnie qui met beaucoup d'emphase sur le fait qu'elle vend au Canada. Là. Donc, trouver peut-être au début les paramètres. Je pense qu'on peut choisir la langue, cela dit. Mais au début, il y a peut-être cette petite crainte. Wow, ça, c'est bizarre, mais une fois qu'on l'a bien paramétré, c'est magique. C'est tout. Écoute, moi, je parlant de liseuse. Ben voilà, vas-y. Partons le débat. Je vais prendre une respiration, je suis prêt à rire. 1, 2, 3, go. Kobo vient de lancer son remote. C'est quoi? C'est une télécommande pour sa liseuse. Et c'est très, très drôle parce qu'au début de la semaine, j'étais tout énervé. J'ai reçu une mise à jour de ma liseuse Kobo qui dit « Hey, elle est maintenant compatible avec la télécommande. » Et qu'est-ce que je reçois dans une grosse boîte de Kobo? La télécommande. Alain, c'est le fun. Oui, mais où est-ce que tu tiens ton livre quand tu le lis? Tu le mets sur tes cuisses? À quel moment tu lis un livre? À quel moment tu lis un livre puis t'as pas besoin... Anyway, il faut que tu mettes quelque chose dans ta main. T'as aussi bien de mettre ton livre. Je sais, mais là, ce que tu fais... Écoute, j'étais émerveillé. J'étais assis sur le divan. J'ai mis la liseuse sur ma cuisse. Puis là, avec ma main, qui n'a pas besoin d'être à côté du livre, j'avais ma main appuyée sur le dossier de la chaise, sur la coudoir. Et j'appuie sur le bouton, ma page change. Tu as l'autre bouton pour que la page revienne. C'est magique, Alain. Tu as une petite sangle pour le mettre autour de ton poignet pour pas que ça glisse. Ça, c'est une gorgée de café sceptique. Sarcastique. On sent le sarcasme, Alain. Et je te le dis, 35$. Il y avait des télécommandes comme ça qui existaient, qu'on pouvait acheter sur Amazon, qui étaient compatibles avec certaines liseuses. Dans ce cas-ci, si vous avez une liseuse Kobo... qui, je pense, c'était peut-être un gag, mais c'était un petit mécanisme. Tu sais, quand on lit un livre papier, là, qui permettait ils se vendaient des machins de squeezer les pages, et tu avais une espèce de petit mécanisme avec une ventouse qui allait chercher ta page et qui le tournait pour toi. Oui. Ben, c'était pour swiper aussi sur Tinder, tout ça, ça swipait automatiquement. Je pense pas que cette télécommande-là fait ça. Et mais, voilà. Mais sérieusement, si vous avez quelqu'un qui lit beaucoup de livres,
C'est très confortable. Sur Quand tu Kobo. dis, si tu as une grande liseuse, les grandes liseuses, moi, je vois ça plus pour le marché éducatif, pour les enfants qui ont besoin de dessiner ou de faire des choses dans leur liseuse, ça existe. C'est une plus petite liseuse, pas besoin de glisser son doigt, c'est très précis. J'ai été étonné. Je m'attendais à ce qu'il y ait un délai désagréable. On appuie sur le bouton, on peut revenir en arrière et vite, on n'a plus besoin de toucher sa liseuse et les pages changent tout seules. Gros coup de cœur, Alain. Et là, Oui, le parce truc, que c'est comment on la range. C'est clairement pas rationnel comme achat, là, on s'entend là-dessus. Je sais. Mais tu sais, les cadeaux, c'est quelque chose des fois qui n'est pas rationnel, mais qui procure immensément de plaisir. La question que je me demandais, c'est comment tu ranges ça? Tu as un étui pour ta liseuse, il y a des étuis avec un endroit pour le stylet, à la limite, un logement, exactement. Dans ce cas-ci, la télécommande, tu la clips sur le... J'ai pas trouvé de façon de le garder, mais pour ceux qui lisent à la maison, tranquille, c'est vraiment chouette. Mais dans le métro aussi, t'es debout, t'as ta télécommande dans ta poche, t'as pas besoin de... Tu peux être accroché au poteau du métro, puis tu peux changer de page avec ton bouton comme ça. Ouais, je suis pas sûr que je le vois, ça. Je sais pas. Une idée cadeau. Le jour où on va inventer la liseuse flottante, là, qui est là, puis qui se tire comme un drone devant ta face, puis là, tu as besoin de vraiment interagir avec une main, avec autre chose. Écoute, ça pourrait se faire avec le mouvement du poignet là, pour déplacer certains trucs. Là, on peut contrôler. Tu vibres un peu, puis tu shakes ta tablette, puis elle change de page. Ouais, il pourrait avoir changer. Tu vois, on va lancer une compagnie, on va faire la liseuse parfaite. Je pense que ça se fait, ça. Sans télécommande. Ou optionnel, moyennant $300. Et on va la vendre pire, avec le mouvement des yeux. Là, il faut que tu fixes un point. Ah non, ça, c'est pas le fun. Ah non, ça marche pas. Ben, non, puis ça, parce que là, évidemment, on déborde beaucoup, là, mais le casque Vision Pro a une mise à jour chez Apple récemment, et quand on regarde une page web dans l'environnement immersif là, qui flotte devant nous, quand on regarde vers le bas de la page, elle scrolle automatiquement vers le haut. C'est tellement détestable. Une liseuse qui aurait ça, là, tu regardes dans le coin puis ça tourne ta page, mettons là, je pense que je la casserais en deux. Je serais incapable de vivre avec ça. Quand ça marche super bien. En théorie, ça marche jamais. Mais ça marche jamais. Ben non, Samsung l'a fait sur ses téléphones. Le Note, à une certaine époque, là, il y avait un suivi du regard où tu regardais vers le bas de la page. Ils l'ont enlevé, ça a duré 1 an, parce qu'ils sont rendus compte que le monde s'en servait pas. Parce que dès que ton regard n'est pas parfaitement fixe et tout, ta page se met à défiler, puis monter, descendre, et puis là, t'as pas de plaisir. Fait que là, une télécommande pour mon téléphone. Coup de cœur pour moi. Incompréhension pour toi, Alain. Je pense que c'est une question... Achetez-la moi pas. Tu sais, je veux dire, moi, je la veux pas, celle-là. C'est pas pour moi. Il y a d'autres choses que vous pouvez m'acheter. Moi, je suis certain qu'une fois que tu y as goûté, tu vas faire « je comprends ». Et c'est là, c'est ça que je partage. Puis si d'autres gens trouvent que ça n'a pas d'allure, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de discuter paisiblement avec vous. Gardez ça civilisé. Exactement. Merci TELUS et Plan Hub, nos partenaires pour le podcast. Merci infiniment. On leur souhaite un excellent temps des fêtes. Ouais. Est-ce qu'on se reparle d'ici là? On se reparle pas d'ici le CES? On va en discuter, Pascal, parce que je vais te le dire, ça reste entre toi et moi, parce que c'est sûr que les gens qui nous écoutent... Il y a personne qui écoute à part nous, c'est ça. Non, on les dit pas, mais on a des gros chiffres, pour vrai. On est à 14 dans la saison. Si on pouvait arrondir ça à 15 avant Noël, ça serait le fun. Mais c'est vraiment purement parce que j'aime les chiffres qui se divisent bien par 5, apparemment. Je sais pas, j'ai aucune idée. Et là, les gens comprennent un peu l'arrière-boutique de notre podcast. Vous voyez que mon modèle d'affaires repose sur essentiellement un chiffre qui se divise par 5. Bientôt, on va faire le truc que tous les podcasteurs font. Là. Je vais vous expliquer combien j'ai gagné cette semaine. Puis là, tout le monde écoute ça. Des fois, il y a non, on va faire comme tout le monde. Meilleure manière de se distinguer. Oui, c'est ça qu'on fait d'ailleurs. Oui, on fait ça. Exactement. On remercie on achète des télécommandes pour nos liseuses. Tu me juges vraiment. Je le sens que tu me juges. J'ai du fun. Je vais dire ça comme ça. Cogeco Média pour la mise en onde du podcast qui permet de nous écouter sur la plateforme de balado-diffusion. Abonnez-vous, likez, donnez des notes, un commentaire. Ça nous fait plaisir. Écoutez les 14 ou les 13 autres épisodes de cette saison. On est tous excellents. Et voilà. Comme ça. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse, on peut te lire aussi, on peut t'écouter aussi dans une balado sur les voitures. Chez Cogeco, ça tient la route. On peut me lire sur pascalforgette.com si vous voulez avoir plus de détails, des petites nouvelles, des potins. Je suis très content d'écrire. J'ai comme retrouvé le plaisir de mon podcast depuis, du podcast toujours. De ton site web. De mon site web depuis que je suis allé à Paris avec les gens de Planet Oster. Ça m'a redonné le goût de mettre du piquant dans mon site web. Merci Pascal. C'était essentiellement notre émission de Noël qui vous
Si vous n'avez pas commencé vos achats, prenez des notes parce qu'on en avait beaucoup de suggestions. On va probablement... Écoute, je pense qu'on va en faire une autre avant Noël pour le plaisir des chiffres ronds, bien sûr, mais aussi parce que là, on a nos coups de cœur. Peut-être qu'on peut faire des projections. Peut-être qu'on peut se projeter. Parce qu'au retour, en janvier, ça va être le CES. Hein. Oui. Alors, ça va commencer sur les chapeaux d'eau. Donc, peut-être un petit épisode bonus à suivre. Mais si vous abonnez sur votre plateforme balado préférée, tu l'as dit, vous allez avoir l'alerte si on a l'émission bonus. Je ne ferai pas de Patreon. On ne va pas aller vous solliciter pour des sous parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. Mais peut-être qu'on va vous teaser parce que vous pourriez vous abonner à la balado sur votre plateforme. Et si on a l'épisode de plus avant Noël, vous allez le savoir en premier. Voilà. Merci Pascal, merci tout le monde. Sinon, prenez soin de vous. On vous souhaite un joyeux temps de la semaine prochaine parce que c'est pas encore la dernière. Ou peut-être, je ne sais pas, à suivre. Mais sinon, prenez soin de vous. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.